Ok. Alors bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la station E pour un jeudi exceptionnel puisque on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui euh, avec cette thématique, avec l'intelligence collective, réparons le vivre ensemble. Donc c'est comme ça qu'on a imaginé réunir des chercheurs en fait, ou peut-être même des trouveurs, allons savoir. Dans le cadre donc d'un colloque qui se déroule actuellement pendant 3 jours, sauf erreur, qui est intitulé comme un colloque international sur les réparations de la préhistoire à nos jours, culture, technique et savoir-faire. Eh bien, c'est tout un programme. Effectivement, il y a beaucoup de chercheurs là qui réfléchissent depuis un moment, j'imagine, sur les questions de réparation. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps ni l'occasion de pouvoir être présent, mais j'aurais vraiment aimé, puisque je suis moi-même un grand fan des réparations. Voilà, pour faire un petit coup d'histoire, moi j'ai grandi avec un grand-père électricien, plombier, chauffagiste, qui dans sa petite campagne réparait tout. Les postes de télé, les machines à laver, les radiateurs, les chauffe-eau. Petite campagne. Ouais, en dessous de Chinon, vers le pays rabelaisien là-bas. Et du coup, effectivement, mon grand-père a grandi dans une époque où on éteignait les lumières, où on faisait attention. Je sais même qu'il répare les seaux en plastique, pour vous dire, avec des agrafes. Et carrément, c'est un sujet d'étude, mon grand-père, je pense. Et moi, j'étais fasciné par ça parce que j'ai grandi de très proche de mes grands-parents. Et donc, le soir, après ses heures de travail, après avoir regardé Belphégor à la télévision, eh bien, on s'asseyait et puis lui, il continuait à réparer jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin. Et donc, il ouvrait des télévisions, il ouvrait des machines à laver. Et moi, j'étais complètement fasciné de voir tout ça. Et je l'ai entendu déjà à l'époque râler sur la non-réparabilité de certains éléments, sur des choses qui déjà à l'époque étaient en train de changer, sur la qualité des matériaux, la qualité des métaux, les embouts de vis qui ne sont pas forcément compatibles, etc. Et donc c'est ce qui m'a aussi sensibilisé dès le plus jeune âge à cette je dirais, écologie de praticien, en fait, à cette écologie de tous les jours, où on essaye de ne pas gâcher, on essaye de réparer, et c'est finalement du bon sens économique, économique dans le sens de l'économie de ce qu'on utilise et de l'efficacité, finalement, de notre efficacité. Et alors du coup, j'ai rencontré récemment de l'autre côté Olivier Piazza et son équipe, parce qu'en fait, ils sont toute une équipe à travailler sur l'intelligence collective. Donc c'est un laboratoire qui pense et qui étudie l'histoire aussi de l'intelligence collective, parce que l'intelligence collective, elle n'a pas commencé avant-hier, elle a commencé il y a bien longtemps. Et ça aussi, si je ne me trompe pas, parle de l'intelligence collective des animaux, des systèmes, des écosystèmes, des systèmes végétaux qui sont intelligents et qui s'organisent entre eux. L'intelligence dans la nature, voilà, c'est une grande thématique contemporaine qui permet de se dire qu'on n'est pas les seuls êtres intelligents et qu'autour de nous, il y a plein de choses qui sont des fois peut-être un petit peu plus intelligentes même que nous, finalement. Alors qu'il n'y a pas, il y a pas des yeux, il n'y a pas de cerveau identifié, etc. Mais tout ça, ça communique, ça se raconte des choses et ça prend des décisions. Donc si ça, c'est pas de l'intelligence, qu'est-ce que c'est? Et alors du coup, pour présenter nous ce qu'on fait, donc on est une association et on œuvre dans le domaine des usages énergétiques, donc d'une manière très large. Donc les usages énergétiques, ça comprend aussi l'alimentation, ça comprend aussi nos usages de matériaux à l'année, et bien sûr, ça parle aussi d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de nos consommations. Et c'est aussi un réseau, j'ai envie de dire, d'intelligence collective, puisque ça s'est fait dans des milieux associatifs avec beaucoup de bénévolat, avec des fois bien sûr des collaborations avec des institutions ou bien des organismes privés. Mais l'idée, c'est d'avancer, d'essayer de comprendre tout ce qui se passe, quels sont les enjeux, quelles sont les solutions, et aussi de positiver, de se dire qu'à plusieurs, on arriverait à faire des choses magnifiques. Et j'ai l'impression qu'on est en train de le prouver modestement. Et alors, j'ai souvent tendance à raconter ça. Le projet qu'on fait qui s'appelle Paléo énergétique, là, qui est sur le mur, il y a la fresque qui subit les affres du temps et de l'hiver et de l'été et des chaleurs, avec beaucoup de cartels qui sont sur le mur.
Eh bien ça, c'est un projet d'intelligence collective dans le sens où, pour avoir moi bossé avec des chercheurs assez âgés, qui nous disaient que ça a été déjà inventé, ça a été déjà inventé. Donc ce que nous, on pensait être des nouveautés, en fait, étaient des choses qui avaient déjà été inventées dans les années 60, 70, en 1820, etc. Et on a compris qu'on devait assez vite opérer et essayer de récolter toute cette matière et de la mettre sous forme chronologique, puisque ça permettrait d'aider les gens qui réfléchissent à la transition, les gens qui se posent des questions sur tout ça. Et on a décidé de le faire avec un site internet, un site web, où on a invité les gens à venir participer, à nous envoyer des inventions qu'ils ont vues. Un grand-père qui aurait fabriqué quelque chose, un oncle qui aurait fait du biogaz, un truc qu'on aurait trouvé dans une archive de journal, des choses qu'on trouve dans les archives sur Internet. Et en fait, on collecte tout ça, et quand on reçoit une chose intéressante qu'on retient, on attache le nom de la personne à l'invention. Donc on dit exhumer par, parce qu'en fait on part du principe qu'on exhume des choses qui auraient sinon disparu. Et donc sous toutes les inventions que vous avez ici, il y a le nom qui est attaché de la personne, et dans l'ouvrage aussi. Et ça, on s'aperçoit que c'est quelque chose, je crois, d'important pour les gens. Si on parle un petit peu d'intelligence collective, on s'aperçoit que les gens, quand ils sont attachés à la chose, ou quand on leur rend en fait une sorte d'hommage comme ça sur une reconnaissance parce qu'ils ont fait un effort de venir vers nous, et bien nous on fait un effort de dire ils sont venus et on met leur nom. Et on a l'impression que vraiment ça les tient à cœur. Donc si j'ai une première remarque à faire sur les organisations à plusieurs, c'est qu'il faut reconnaître en fait à César ce qui est à César et tout le temps citer les gens. Alors des fois c'est pas facile, on ne peut pas citer tout le monde, mais dans la mesure du possible c'est important, je crois, de citer tout le monde. Et donc voilà, ce projet en fait il nous a surpris nous-mêmes. On savait qu'il fallait le faire. Et autour de nous, on a une énergie folle. Aussi plein de chercheurs académiciens qui décident, qui nous proposent d'écrire avec nous, donc sur plein de sujets, sur l'histoire des techniques, sur la philosophie des techniques, sur l'open source versus les brevets, parce que ça, c'est aussi une grande question. Sur la question du domaine public, parce qu'effectivement, on exhume des choses qui nous appartiennent à tous. Et tout ça, c'est des choses qui sont appropriables. Donc pour nous, c'est aussi ça, en fait, la transition énergétique, cette capacité à s'approprier les choses. Parce que si on attend les industriels avec les brevets, ça n'ira pas assez vite par rapport aux enjeux de l'énergie et les enjeux de changement climatique. Donc c'est vraiment ça le message aussi qu'on transmet à travers ce bouquin, c'est de dire, écoutez, on est assis sur une boîte de Pandore, il serait peut-être temps de l'ouvrir. Donc nous-mêmes, avec nos jeunes chercheurs, nos bénévoles, on est allé chercher à l'INPI, parce que l'INPI a commencé à digitaliser un certain nombre de documents, et donc c'est plus facile de chercher sous le thème batterie, ou sous le thème de stockage, sous le thème solaire, sous le thème cogénération, hydrogène. Ça va nous donner accès en fait à plein de choses. Donc ce digital, effectivement, c'est des pratiques énergivores, mais en tout cas dans certains domaines, ça nous ouvre des portes en fait. Et là, j'ai la chance d'avoir reçu une invitation à la BNF pour, en février, faire une conférence où on va aller chercher dans les archives de la BNF tout ce qui concerne l'énergie. En fait, on a déjà bien sûr commencé à piller tout ça, mais là, on va en creuser un petit peu plus avec des chercheurs de la BNF, et du coup, ça va nous permettre aussi de nous comprendre, puisque nous ne sommes pas forcément des chercheurs, en fait. En tout cas, on n'a pas ces cursus scolaires-là, et des cursus d'étudiants, etc. Mais ça, en tout cas, ça nous passionne. Et donc ce qui sort de Paléo-énergétique, c'est aussi des brevets. C'est aussi des choses intéressantes dont on peut s'emparer. Ce n'est pas juste de la compréhension des mécaniques, des innovations et de la transition énergétique qui, pour nous, a déjà commencé il y a bien longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des lanceurs d'alerte il y a bien longtemps. Depuis 1890, il y a des gens qui disent « Attention, on va changer la composition de l'atmosphère. » Et donc, ça va nous retomber dessus. Et donc, ça va faire des événements extrêmes. Ça a été annoncé il y a bien longtemps. Alors ça n'a pas été écouté, ça n'a pas été perçu, mais c'était des lanceurs d'alerte qui étaient vraiment là déjà depuis très longtemps. Et donc je fais un bond dans le temps. En fait, on a découvert que dans les années 80, un monsieur autrichien, mais qui a fait sa carrière aux États-Unis, avait... alors je ne sais pas si, Dylan, tu peux nous choper le Rayovac, l'original. C'est le régénérateur. On a réussi à l'acheter sur eBay. En fait, il y a un monsieur qui avait inventé un système pour recharger les piles alcalines. Alors vous savez, les piles alcalines, c'est celles qu'on dit à usage unique,
donc elles ne sont pas censées être rechargeables. Et bien ce monsieur, qui est un grand chercheur à l'époque, un grand électrochimiste, va sortir un produit et un brevet et va commercialiser ça. Alors ça va rester uniquement 1 année à 2 ans sur le marché. Ça va être un flop commercial, donc ça va être retiré du marché. On n'a pas trop enquêté sur si c'était une histoire d'intérêt marketing ou pas, ou si l'obsolescence programmée était passée par là. Mais en tout cas, voilà, ça c'est notre pièce à conviction. C'est le régénérateur Iovac qui recharge des piles alcalines. Alors ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on l'a copié. Et on a fait Regenbox, qui est juste là à ta gauche. Dylan, tu peux la choper, elle est dans la mallette, juste là. Et donc on l'a ressorti. Et on s'est dit, c'est tellement fou de recharger des piles alcalines qu'on va déjà prouver que c'est vrai ou pas. Donc on a sorti cette petite chose qui est voilà, découpée au laser. Il y a quelques éléments. On a copié l'électronique, en fait. Nous, on n'a rien inventé. Hein. On a juste réinventé. On a fait de la rénovation. On est reparti sur un truc existant. Et on a attaché à l'objet sa notice, comme le dirait Simondon. Et puis à l'intérieur, il y a le schéma électronique aussi, pour que si quelqu'un le retrouve dans 20 ans, il puisse éventuellement le réparer, le refaire, le dupliquer. Et ça se connecte sur l'ordinateur et ça va faire des courbes de charge et de décharge. On se croirait dans un téléachat, c'est formidable. Alors c'est pas vraiment à vendre, hein, c'est un outil pour les chercheurs. Et voilà, en fait ce que ça sort sur l'ordinateur, c'est que ça vous sort un truc un peu comme ça. Donc on voit que là ça décharge, ça recharge, ça décharge, ça recharge. Et en fait ça calcule les milliampères-heure, qui sont la capacité énergétique des piles. Et bien donc on a déjà prouvé que ça marche. Bah oui, parce qu'on recharge et ça fait toujours des milliampères-heure. Et là on est à 4700 pour cette pile, qui est anonyme bien sûr, parce que pour l'instant les marques restent anonymes. Et puis quand on fait une décharge brute, on est à 2300. Donc vous voyez déjà, en fait, on tire 2 fois plus d'énergie de la pile grâce au système de régénération. Voilà, je vous fais passer les petites pièces à conviction. Alors des courbes comme ça, on en a fait des centaines, parce qu'il y a plus de 120 kits qui sont partis dans des écoles, chez des geeks, chez des électroniciens, chez des papis, bricoleurs. Et eux, ils ont tous reçu des piles différentes et ils sont tous en train de tester des régénérations, mais aussi des décharges profondes, comme on les appelle. Alors, décharge profonde, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne recharge pas. On décharge brutalement la pile jusqu'à la fin. Mais ça permet d'obtenir en milliampères-heure sa capacité. Et si vous regardez les piles du marché, ce n'est jamais indiqué dessus. Donc, ce qu'on s'est dit déjà avec notre projet, c'est que ce qui était intéressant, c'est déjà pour le citoyen lambda, le consommateur qui cherche des piles et qui veut en acheter, eh bien, en fait, il pourrait, grâce à cette étude collaborative, savoir quelle est la meilleure pile du marché, en fait. Et donc, moins gaspiller. Ou acheter la pile la moins chère. Et alors, ce que je vais vous annoncer, c'est qu'on peut se dire que les piles les plus chères seraient les meilleures. Alors, je ne vais pas citer de marque, mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc, ça nous encourage à continuer. C'est-à-dire que les piles quasiment les moins chères sont des fois des piles qui sont très très bien. Donc ça devient intéressant pour nous, Européens, mais ça devient intéressant aussi pour des Marocains, pour des gens au Mali, puisqu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces piles. Et là-bas, le prix de la pile par rapport au pouvoir d'achat, il est pas le même qu'ici. Donc ça, c'est un premier fait. Donc finalement, on s'est dit, ouais, ça c'est intéressant, mais ce qui est plus intéressant, c'est de tester les piles entre elles. Pour les gens, ça va être beaucoup plus utile déjà, dans un premier temps. Et la deuxième chose, c'est que quand on teste les piles qui sont jetées dans les francs-prix et dans les bacs de recyclage, il y a plein de piles qui sont encore neuves. Et ça, du coup, on s'est dit, c'est ça notre priorité, c'est pas Regenbox. C'est d'essayer de faire comprendre ou de faire. Donc, on a fait une mallette pédagogique qui permet de parler de ça dans les. Alors, pour l'instant, on a fait dans les maisons de quartier. On l'a emmené aussi, cette mallette pédagogique, dans des écoles ou même dans des grandes entreprises. Donc, si on peut la ramener, en fait, et puis après, comme ça, on va finir sur nos projets. Mais en tout cas, ici, donc, vous êtes dans un lieu mis à disposition par Est Ensemble, dans le cadre d'un programme Tempo. Ils ont mis à disposition cette friche. Nous, on a profité de cette occasion pour s'installer de manière mobile dans des containers. Donc ça, ce sont nos bureaux. Et puis, on a un container dans le fond avec le Solar Sound System qui permet de faire de la musique en pédalant et puis en utilisant l'énergie solaire. Donc, on essaye d'avoir des projets participatifs qui permettent à tout le monde de s'emparer de ces questions et aussi de se marrer un bon coup et de sentir que
on peut faire des choses utiles à plusieurs. Alors là, donc, vous allez voir la mallette pédagogique. On peut applaudir Dylan. Ouais, Dylan. Ouais. Fouah. Fouah. Merci. Alors voilà. Alors du coup, cette mallette, on l'a fabriquée pour qu'elle puisse être dupliquée. Donc je crois que nos amis du Maroc, ils devraient la dupliquer pour aller parler des piles sur le terrain au Maroc. Et alors, on l'a rendue autonome parce qu'on a mis un petit panneau solaire pour qu'on puisse mettre la Regenbox ici et l'utiliser. Et puis pourquoi pas éclairer ça la nuit. Et en fait, donc là, le premier bac, on a des piles qu'on trouve au Franprix dans le bac. Et puis après, on a plusieurs bacs. Il y a en dessous de 0,9 volts, c'est ce qui n'est pas régénérable. Et donc, c'est vraiment du déchet. Entre 0,9 et 1,3, c'est régénérable. Et au-dessus d'1,3, c'est quasiment neuf. Donc, toutes ces piles-là, c'est des piles que vous pouvez utiliser tout de suite et qui sont dans nos poubelles. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que notre priorité, c'est ça, pour l'instant. Donc là, on a travaillé et on a eu la grande surprise de recevoir une vidéo il y a quelques jours. Il y a des écoles, parce qu'en fait, nous, on adore travailler avec les milieux universitaires, les milieux étudiants, les ingénieurs, les jeunes ingénieurs, les écoles, les IUT. Et du coup, on publie des missions. Donc, on a plein de missions sur Paléo. Il y a des missions pour les historiens, il y a des missions pour les gens qui travaillent sur la littérature, il y a des trucs pour les physiciens, il y a des trucs pour les électroniciens. Et là, il y a des missions pour des ingénieurs. Et donc, il y a l'école de Cluny, le CNAM, qui nous a dit comment on peut vous aider, parce qu'ils avaient déjà acheté la Regenbox l'année d'avant, ils avaient fait des tests, ils avaient trouvé ça super, donc ils ont continué à faire des tests. Donc ils nous envoient des résultats de tests de piles et on leur a dit écoutez, notre priorité maintenant c'est ça, trier les piles qui sont jetées en France, parce que chaque année c'est 33 000 tonnes de piles qui se retrouvent dans les poubelles. 33 000 tonnes, on est juste en France. Donc si on imagine que c'est, vous voyez là il y en a un petit peu, là il y en a pas mal, là il y en a aussi pas mal. Mettons une pile sur 5 déjà, bah ça ferait quand même pas mal de tonnes déjà qu'on pourrait économiser. Puis ça ferait beaucoup d'argent économisé aussi accessoirement. Et puis il faut savoir que le recyclage des piles, c'est un truc hyper lourd, toxique. Et puis que c'est aussi nous qui payons ça en fait finalement. Donc ce serait un peu vertueux de minimiser en fait ces déchets. Et donc ils ont créé une machine où tu mets ta pile et puis pouf, ça la teste. Ce qu'on fait nous manuellement ici avec le voltmètre. Et puis après, paf, il y a un truc qui tourne et ça la met dans le bon bac. Donc c'est assez magique. On leur a demandé, on avait un cahier des charges pour que ce soit fabricable à l'autre bout du monde avec peu de matériaux électroniques, enfin le minimum de trucs le plus low-tech possible. Et donc là, on a reçu la vidéo, ils vont venir nous présenter ça après leur diplôme bientôt. Donc voilà pour l'atelier 21. Il y a plein d'autres choses, on travaille sur la précarité énergétique aussi. On a créé dernièrement un atelier itinérant pour les écoles, pour faire des ateliers par la créativité pour lutter contre la précarité énergétique entre étudiants. Pourquoi? Parce qu'il y a 500 000 étudiants qui sont victimes de précarité énergétique en France. Donc c'est des chiffres assez alarmistes, mais c'est des chiffres qui sont plutôt récents. Et tous les dispositifs de précarité énergétique ne concernent pas les étudiants. Donc les étudiants, ils ont un turnover assez rapide dans des apparts, ils payent des grosses factures d'électricité, etc. Donc nous, on fait des workshops créatifs, des étudiants qui trouvent des solutions pour d'autres étudiants et des fois pour eux-mêmes. Parce qu'on s'est aperçu que dans les ateliers qu'on a menés, il y avait des étudiants en précarité énergétique. Alors on ne les a pas stigmatisés, mais on l'a découvert en discutant avec eux sur leurs factures, etc. etc. Et donc ils créent des isolations de chauffe-eau, ils créent des doubles vitrages fabriqués avec des trucs qu'on trouve chez Carrefour. Ils fabriquent plein de choses en faisant aussi des tutoriels pour tout de suite partager ce qu'ils font. Donc voilà, c'est le workshop itinérant sur la précarité énergétique qu'on a appelé Act for Energy Poverty, ou Agissons ensemble contre la précarité énergétique. Donc voilà, je m'arrête là parce qu'on a plein de choses à se dire et puis il y a aussi des gens qui vont prendre la parole successivement. Je vous propose, alors on peut continuer ici en fait parce qu'on est pas mal, on est à l'ombre, ça évitera de se mettre tout là-bas. Donc si vous êtes d'accord, on peut continuer comme ça. Et puis peut-être on ramène quelques chaises ici, comme ça on peut se mettre et continuer. Et puis comme ça vous pouvez rester dans les transats. C'est pas mal. Alors une question, et comme on est enregistré, je vais vous passer le micro, mademoiselle. Non, je voulais juste savoir quand tu recharges les piles une fois utilisées,
Oui, oui. Excusez-moi. Je voulais savoir si une fois rechargées, elles étaient plus puissantes qu'à la base, ou c'est exactement le même, ou moins puissantes du coup qu'une fois rechargées. Ouais, je comprends ta question. Alors en fait, quand on regarde la courbe ici, lors du premier cycle, en fait, on est... alors je vous l'emprunte 2 petites secondes. On est à 1600 mAh. Le deuxième, on est à 1237. Le troisième, on est à 1000. Le quatrième, on est à 850. Donc tu vois, petit à petit, tac, 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 ça descend quand même. Voilà, ça descend. Mais mais on en a plus. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on est à 4700 sur 4 cycles, alors que la pile, elle en donne 2007 ou 2000 à peu près. Donc tu vois, on est déjà au double de sa capacité. Sachant que nous, on a copié le fonctionnement électrique de cet appareil. Là, on en a acheté plusieurs d'occasion. On aimerait mettre un oscilloscope au bord de l'appareil et l'observer travailler. Parce que certainement que un jour, peut-être l'élève dépasse le maître. Mais nous, pour l'instant, on imite ce qu'a fait Karl Kordech, qui lui était un grand scientifique de la pile alcaline et de la pile en général. Donc, ça ferait l'objet d'un développement dans une école de dire, vous prenez le Karl Kordech, vous le branchez sur un oscilloscope, vous mettez des piles à recharger dedans, vous observez ce qui se passe, et nous, on essaiera d'exactement copier son fonctionnement en termes de fréquence et de puissance des impulsions. Alors, je ne vous ai pas dit, mais le petit secret de Karl Kordech, c'est de la pulsion électrique. C'est-à-dire que vous n'envoyez pas un courant continu dans la pile, c'est des pulses. C'est hop, on met un coup d'électricité. Il y a des pauses entre chaque, ce qui permet une relaxation ionique des matériaux, et donc ça les aide à emmagasiner et à fonctionner. Oui, alors je fais passer le micro. Alors, déjà, merci de nous accueillir ce soir. Je ne sais pas jusqu'où ça doit prendre la forme d'un débat, y compris d'un débat très long, parce que de ce que je peux en voir, il y a pas mal de gens qui ont participé au colloque depuis 2 jours. Ça fait quasiment 48 heures de discussion non-stop avec un peu de sommeil entre, mais donc tout le monde est un peu cuit. Mais sinon, peut-être dire 2 mots sur ce qu'on s'est dit un petit peu dans je ne peux pas prétendre parler au nom de tout le monde, ni résumer toutes les interventions, c'est absolument impossible évidemment. Mais juste quelques... Je fais du Larsen, je suis désolé. Ah pardon, sinon j'ai les bilabiales un peu explosifs, des fois c'est embêtant. Alors je dis bilabial parce qu'une fois j'ai dit devant les étudiants que j'avais les P un peu explosifs et évidemment c'est pas très bien passé. Mais donc je suis désolé, ça fait un peu pédant de dire bilabial, mais voilà. Merci François. Je suis désolé, alors ça c'était pas le but. Non mais c'était pas une blague, ça m'est vraiment arrivé. Mais donc oui, je ne peux pas prétendre résumer tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant dans le colloque, mais juste quelques mots pour dire en gros quelques-unes des approches qu'on avait envie de favoriser. En gros, il y a des choses qu'on a vues jusqu'à maintenant relativement récurrentes dans un certain nombre de présentations. C'est le fait que le discours qui tend à dire qu'on a quitté l'âge des réparations pour entrer dans l'âge du jetable, à un certain niveau, il est faux. Il y a toujours plein de réparations, il y en a toujours eu, et c'est plutôt la production historique d'un discours sur l'invisibilisation de ces réparations qui est advenue. Ce qui n'empêche que ça va aussi de pair avec un univers où, cet après-midi je pense à 3 interventions qui allaient dans ce sens, un univers où des fois techniquement on a fait des choix qui rendent des choses absolument impossibles à réparer. On a par exemple parlé cet après-midi des éoliennes qui font avec des pales qui font 220 mètres, et donc là quand le moyeu il casse, on ne monte pas avec son tournevis pour faire un truc dessus, c'est pas possible. L'arrivée du double vitrage après la Seconde Guerre mondiale, où progressivement ça rend en raison des joints d'étanchéité irréparables les systèmes, où on a vu aussi c'est Thomas Bernardi de l'association PING, que vous avez peut-être l'occasion de connaître, donc qui est une association nantaise qui s'intéresse beaucoup aussi, qui fait des ateliers de réparation, donc qui parlait aussi de l'irréparabilité fonctionnelle voulue dans un certain nombre de systèmes électroniques, et donc des ateliers de réparation qu'ils organisaient, des savoir-faire qui s'y transmettaient ou non d'ailleurs. Donc voilà, donc on a parlé de ce genre de choses, et je pense que c'est important de revenir aussi sur le fait que ce discours qui dit qu'il n'y a pas eu de réparation à partir d'un certain moment, très nettement, c'est un discours qui a été construit, et dans les faits, aujourd'hui, surtout dans les lieux qui sont considérés comme extrêmement innovants, les lieux high-tech, à la pointe du numérique, etc., où on trouve un discours officiel qui dit que
en réalité, la faute, c'est l'erreur humaine, c'est là où c'est le facteur humain qui est source d'erreur. En réalité, on se trouve dans un univers où on a au contraire des humains qui passent leur temps à travailler pour faire que les systèmes continuent à se maintenir. Si je prends un exemple qui est là, c'est très personnel, c'est l'un des terrains que je travaille, les data centers, ces gigantesques centres qui centralisent des serveurs, qui font que une recherche sur Google, c'est plus rapide que quand on va faire une recherche sur un fichier PDF qu'on a sur sa machine, alors que c'est beaucoup. Et bien dans un data center, dans les salons professionnels de data center, les gens passent leur temps à dire que 67%, des fois ils disent 90%, donc les chiffres de toute façon sont bidons, des outages, c'est le terme professionnel pour parler des pannes, sont dus à des erreurs humaines et que donc il faut éliminer le facteur humain. J'ai même vu un intervenant qui parlait du PFH, un acronyme prétendument sociologique. Le PFH, c'est le putain de facteur humain. Il faut éliminer le facteur humain, c'est le paradis, c'est l'utopie, quand on aura fait ça, on aura tout réussi. Et en réalité, quand on visite des data centers, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse. Qu'on a des techniciens qui passent leur temps à bricoler, à dire moi je veux pas de PDU intelligent. Les PDU, en fait, c'est l'acronyme qui veut dire les multiprises. Ils ont plein de multiprises partout pour brancher des machines dans tous les sens. Et donc des smart PDU, c'est des trucs qui décident au moment où il doit se connecter, pas se connecter, mettre le courant, pas le courant, je sais pas quoi. Et ils disent moi j'en veux pas. Je ne veux pas de PDU intelligent, c'est l'électronique ça plante, on a des variations de température, d'hygrométrie, ça va pas, ça fait planter tous ces smart systems, donc moi je veux du mécanique, je veux du switch manuel, je veux des plaques de plexiglas que je découpe à la main, ce genre de choses. Donc à l'inverse d'un discours en fait, qui dit que la faute, la panne c'est l'erreur humaine, en réalité on peut aussi voir le fait que en fait, c'est 100% des cas où ça fonctionne, c'est dû à des êtres humains, et donc évidemment des fois il y a des erreurs humaines aussi qui font que ça plante, mais on a des cas assez géniaux dans le cas des data centers je reprenais cet exemple cet après-midi, je crois, dans une session, le PDG d'OVH, un grand opérateur de data center, qui communique en disant voilà, je ne comprends pas, la base est sauvegardée sur 2 cartes de supervision en 3 exemplaires, et ce matin la base a disparu, on ne sait pas pourquoi, on ne peut plus connecter les machines, on ne sait pas ce qui s'est passé, des automates ont planté, on a investi dans les automates, il faut qu'on contacte les constructeurs pour voir pourquoi ça ne marche pas, etc. Et donc au final on se retrouve à avoir un univers qui est en fait pétri de travail humain, alors même qu'en apparence ça n'embauche pas. Les data centers, il y a au maximum 50 personnes qui bossent dedans, en partie en sous-traitance. Mais par contre, dès qu'il y a une panne, alors là, on voit tout de suite les ramifications humaines gigantesques, mais qui sont, elles, par contre, directement rattachées à la logique du système. Où on a, même dans OVH, affrète parfois des jets privés, quand il y a des pannes vraiment critiques qui ont lieu, pour que les techniciens puissent transiter d'un site à un autre, que tous les constructeurs, parce que voilà, vous avez Schneider Electric qui est responsable de l'onduleur, du machin, il y a le groupe électrogène, c'est tel autre industriel qui a fabriqué le machin, et donc à chaque fois, ce sont les sous-traitants qui ont les quelques rares compétences techniques qui sont capables de gérer le truc. Et donc, il faut gérer le déplacement extrêmement rapide de ces personnels. Et là, on voit qu'en effet, on a du travail humain partout, tout le temps, en permanence, des gens qui passent leur temps à réparer. Donc voilà, c'est pour le dire très brièvement, j'ai juste pris l'exemple des data centers, mais je crois qu'on pourrait multiplier ça sur plein de choses qu'on a vues. On n'a jamais quitté l'univers des réparations. On nous a dit qu'on l'a quitté et on a fait en sorte qu'on ait besoin ou on soit forcé de tenter de le quitter dans certains moments. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ouais, de l'intelligence collective à l'intelligence artificielle, qui est une grande thématique. Justement, c'est la bonne transition pour vous passer la parole, Olivier. Je ne sais pas, je vous laisse rebondir et vous présenter. Oui, bonjour. Ravi d'être avec vous. Donc on est toute une bande. Il y a par exemple Rim qui est là-bas, il y a Régine, Olivier qui est un invité avec nous, qui est un dessinateur de BD, je vous recommande Olivier Martin. Nous avons Antonia, nous avons Vincent, qui d'autre je crois, et moi. Et ce qui nous réunit en fait, c'est on est en train de créer une coopérative qui s'appelle les Maisons de l'Intelligence Collective, parce que c'est notre sujet favori, on est passionnés, hein, comme je crois, il y a beaucoup de passionnés ici. Et on a aussi, on est lié par un diplôme universitaire, justement dédié à ce thème d'intelligence collective, qui nous a amené à approfondir, on va dire, à pratiquer aussi beaucoup. On est des praticiens. Et alors après, on peut se dire qu'est-ce que ça veut dire. Alors moi, j'ai écrit un livre là-dessus, qui est sorti en septembre, que je pourrais vous montrer tout à l'heure, qui s'appelle Découvrir l'intelligence collective, pour essayer justement de mieux. Il est dans le sac rouge là-bas, tu vois, avec le casque. Merci, super. Et pour essayer en fait de rassembler, parce que c'est une terminologie qui est beaucoup utilisée de plein de façons différentes, et du coup, le but c'était d'essayer de voir est-ce qu'il y a des principes.
Super, merci. Génial. Ouais, voilà. Donc c'est un petit livre de synthèse. Je peux le faire passer. Hop. Et alors, en fait, déjà, premièrement, c'est déjà comprendre que quand on parle d'intelligence collective, il y a un piège. Le premier piège, c'est qu'on a grandi dans un monde où on se concentre sur l'individu. On étudie tout à l'échelle de l'individu. Et d'ailleurs, le terme intelligence, on l'associe tout de suite à une intelligence individuelle. Par exemple, à l'école, quand on étudie les fourmis, qu'est-ce qu'on fait? On étudie la fourmi à l'échelon de l'unité fourmi. En fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. La fourmi est un animal, est un insecte social qui a justement une intelligence collective incroyable à l'échelle de la colonie. Mais ça, à quel moment avez-vous appris comment fonctionne une colonie de fourmis? De même sur les bancs de poissons, de même sur les abeilles, et ainsi de suite. Donc en fait, on a tout un désapprentissage sur finalement ce regard centré sur les individus pour regarder autrement et regarder ce qui s'appelle en biologie les superorganismes, c'est-à-dire finalement voilà, les collectifs. Et donc de se dire comment on peut faire pour que les collectifs, ces super-organismes, soient plus adaptés. Parce que l'intelligence, souvent, c'est associé à cette notion d'adaptation à son environnement. Si on regarde aujourd'hui les titres des journaux, la période dans laquelle on vit et ce vers quoi on se destine, sommes-nous adaptés à notre environnement? Je vous pose la question. Avons-nous réussi notre adaptation en tant qu'espèce humaine à notre environnement? Voilà, on pourrait débattre de cette question. Mon avis, c'est que j'ai l'impression qu'on a raté quelque chose, alors qu'il existe des cultures, il existe des pratiques qui gardent cette connexion, cette capacité d'adaptation et cette écoute, on va dire, en impliquant simplement toutes les parties prenantes, en étant inclusif. Nos modes de fonctionnement hiérarchiques pyramidaux marchent d'une manière extrêmement limitée, en créant des dégâts sur les personnes et en considérant qu'on peut réussir et être productif si on met de côté tout ce qui est externalité. Et puis ça, on tire un trait dessus, on considère que ça n'existe pas. Et puis comme ça, les comptes peuvent être positifs. Donc il y a un regard déjà, il y a un regard différent à avoir sur le fonctionnement des collectifs par rapport à leur univers, leur environnement. Et donc ça veut dire des fonctionnements qui accordent de la place à chacun et à chacune. Et ça, quand on regarde aussi le fonctionnement aujourd'hui social ou sociétal, on est loin d'un système qui accorde une place juste ou simplement digne et respectable à chacun. Et pourtant, les pratiques existent. Elles sont omniprésentes dans toutes les cultures. Elles sont liées à nos capacités personnelles de coopération, nos capacités de solidarité qu'on retrouve dès qu'il y a des moments difficiles. Il y a des exemples incroyables là-dessus. Et aussi qu'on trouve quand il y a une mobilisation sur des projets avec une finalité particulièrement intéressante. Comme voilà, ici, on peut dire que il y a beaucoup d'énergie qui s'agrège autour de ce projet et qui fonctionne d'une manière autre, tout comme on peut trouver plein d'exemples comme ça. Donc l'idée, c'est d'essayer de reconnaître c'est quoi ces principes qui vont faire qu'un collectif peut à la fois réussir, mais en même temps permettre l'épanouissement, voire l'émancipation des personnes qui composent ce collectif, et garder un lien et une connexion avec son environnement. Voilà, quelques mots pour introduire ce sujet-là, mais après j'aimerais bien aussi laisser la parole à justement d'autres membres de notre bande là. Allez, je passe la parole à Antonia, si tu as envie, sinon ou sinon tu passes à Vincent. Oui, bonsoir à toutes et tous. Moi, je vais donner pourquoi je suis là ce soir. Alors déjà parce que voilà, ce lieu il me faisait rêver depuis longtemps, donc je suis vraiment très content car je vois l'ingéniosité
personnel et collectif qui circulent ici, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Et d'entendre que les systèmes ils fonctionnent justement grâce aux humains. Ouais, bon, je sais pas si j'étais un peu convaincu, mais ça fait du bien de l'entendre aussi des chercheurs qui se réunissent pour explorer tout ça. Moi, ce qui a résonné aussi quand on en a parlé tout à l'heure avec Cédric et avec d'autres personnes, c'est de se dire aussi quand on est dans l'intelligence collective, on prend soin du collectif finalement et on se dit on peut inventer un collectif. Nous, c'est un peu notre projet. Aujourd'hui, on s'est réunis autour d'une idée qui est sûrement née de notre rencontre et pas l'inverse. Et puis ça aussi, on s'en rend compte parce que c'est aussi notre métier d'accompagner des groupes qu'un collectif, ça s'entretient, donc c'est un peu de la maintenance. On est aussi dans l'idée technique, mais ça se répare aussi. Ça se répare ou ça se régénère. Alors moi, ça me parlait, les piles, c'est aussi une idée d'un collectif. C'est plein d'éléments, c'est plein, et on peut le mettre à l'échelle humaine, et c'est de la technologie sociale, on pourrait dire aussi. Et c'est possible, voilà. Et c'est à faire parce que il y a plein d'incidents. Hein. D'abord, ça se fatigue aussi. Il faut recharger les batteries. On le dit souvent. Hein, c'est un terme qui est vachement utilisé dans l'équipe, en fait, dans le management d'équipe. Mais aussi, et ça, c'est un terme qui est vachement moins utilisé, ça se répare. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents et souvent on laisse ça un peu de côté. Et en réalité, c'est dommage parce qu'en faisant une petite action de réparation, on repart sur de bonnes bases. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire pour faire un petit parallèle. Et je passe la parole. Alors, je vais continuer à faire circuler en allant vers Rim, par exemple. Ouais, bonsoir. C'est pas du tout un exercice évident. Moi, j'ai été très sensible à ce que vous disiez tout à l'heure sur la dimension de l'invisibilité en fait des démarches, de la réparation. Et effectivement, les démarches d'intelligence collective sont rendues invisibles en fait depuis des décennies, et on aimerait les rendre plus visibles, comme l'invisibilité des femmes, notamment dans les rôles qu'elles ont joués dans l'histoire. Ça fait partie aussi des sujets qui sont phares pour nous, qui nous portent, comme l'invisibilité d'un certain nombre de minorités qui aujourd'hui n'ont pas de voix, n'ont pas voix au chapitre, n'ont pas voix sur les thématiques de la gouvernance, de prendre part aux décisions. Donc comment rendre visibles en fait ces minorités, ces personnes qui n'osent pas parler, qui n'ont pas part en fait, parce que n'ont pas les pratiques adéquates, ne sont pas au courant. Alors aujourd'hui, la thématique de l'intelligence collective, elle est parfois portée et galvaudée par des grandes industries, qui ont aussi les moyens financiers de permettre à ce que ces pratiques émergent dans des organisations. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'elles soient aussi rendues possibles dans des petites organisations, dans des associations, dans des endroits où on a du mal, on a des difficultés à trouver d'autres façons de travailler, de créer ensemble, de vivre ensemble, de coopérer ensemble. Et c'est comment faire en sorte que dans ces marges, dans ces bordures, dans ces endroits qui sont un peu inaccessibles aujourd'hui parce que pas la connaissance, pas les moyens financiers, un peu démunis, on puisse être présent et apporter aussi notre pierre à l'édifice et faire en sorte d'essaimer à notre manière. Voilà ce que j'aurais tendance à partager. Est-ce que Régine, tu veux partager quelque chose? Ok. Je repasse le micro. Ou je sais pas, à toi. Non, moi, effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est ce parallèle entre réparer l'individu ou le collectif et réparer les choses qui nous entourent. J'ai l'impression que ça se raconte plus de choses qu'on l'imagine. Et effectivement, nous, on est un peu des sortes de garagistes. On fait les choses et on réfléchit pas vraiment comment on les fait. Mais en les pratiquant, je pense qu'on acquiert une forme peut-être d'expérience sur comment faire à plusieurs, etc. J'ai eu un témoignage, alors là je vais faire un truc vraiment un grand écart, mais j'ai eu un témoignage récent d'un jeune qui veut... Allô ? Ouais, ok. Qui veut peut-être montrer un petit peu le micro, merci. Qui veut rejoindre les pompiers et qui m'expliquait que la principale motivation des jeunes à rejoindre les pompiers, c'est le feu. Mais le feu, c'est 3% des interventions des pompiers. Alors lui, il n'est pas intéressé par le feu. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que des fois, on rejoint des organisations pour des raisons qui sont pas l'usage principal des organisations. Donc effectivement, je sais que chez nous, on fait la fête.
On pratique la fête, on fait la fête et on fait de la recherche. Alors quelle est la part de la fête et de la recherche? Il y a des moments en ce moment où c'est plutôt l'été. Et donc, l'été, on fait plus de fêtes, bien sûr. Et puis l'hiver, c'est plutôt le moment de la recherche. Mais c'est aussi, je pense, une des raisons, des fois, de l'adhésion qu'on peut générer sur certains individus qui, du coup, rejoignent le groupe. C'est que, finalement, il y a une part attirante, en fait, dans le projet. Et donc j'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi qui fait des fois l'adhésion à certains groupes et le fait que certains groupes arrivent à embarquer. En tout cas en termes de gestion collective, je crois qu'il faut des moments de réparation et de régénération et de restauration et de convivialité parce qu'ils sont essentiels, parce qu'on en a tous besoin. En fait, même au travail, on a besoin de convivialité par jour. On a besoin de parler à un collègue à la machine à café ou le matin. On a besoin de politesse, on a besoin de se dire qu'on fait bien les choses ensemble, etc. Et donc je crois que manger, faire la fête, se restaurer, c'est aussi célébrer le vivre ensemble. Et nous-mêmes, par l'idée qu'on a de chercher dans l'histoire des pratiques, on aimerait retourner et remonter dans l'histoire des pratiques festives. Pourquoi on fait la fête ensemble? Pourquoi est-ce qu'on se rassemble et qu'on célèbre? Pourquoi est-ce qu'on fait la danse autour du feu? Est-ce que c'est parce qu'on va se soigner ensemble? Est-ce que c'est parce qu'on a fait une bonne récolte? Est-ce que c'est parce que on est content parce que le ciel est clément? Tout ça, ça nous intéresse au plus profond parce que aussi l'histoire de la fête aujourd'hui, c'est quand même, ça a été quand même approprié par certains opérateurs et puis c'est dans des boîtes et puis on te vend des trucs et puis etc. Donc et on n'est pas les seuls à le penser. En fait, on pense que la fête a été un peu elle a été attrapée, la culture festive des rêves et des fêtes sauvages comme ça, techno ou autres, des sound systems. Ça a été un peu galvaudé, quoi. Donc c'est maintenant très commercial, très cadré, et puis et donc avec aussi des anciens de la fête et des gens à l'origine de tout ça, on réfléchit à ça et à ce que ça veut dire de fêter ensemble. Et moi, si j'avais une question à poser, alors du côté du colloque international sur la réparation, c'est est-ce que dans vos recherches, vous avez vu une pratique complètement intéressante, surprenante, collective, qui aurait disparu ou qui se perpétue encore aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a 2-3 pépites comme ça de votre côté sur, je sais pas, des phénomènes comme ça, soit collectifs, soit individuels, de gens qui se mettent à réparer ou à parler de ça ou à faire des choses? Je sais pas si vous avez un truc. On vient de dire au colloque, ça, non, je sais pas, j'étais pas là moi. Moi je viens d'arriver cet après-midi, j'étais pas là au colloque, donc je pourrais pas en parler. Non mais je peux dire un mot juste dans l'intelligence collective. Non mais c'est très intéressant. Non mais c'est très intéressant. Moi c'est vrai que je débarque un peu, je suis désolé, dans le colloque et je savais pas qu'il y avait une discussion. Je pensais qu'on allait assister à un atelier de réparation ou à une visite ou boire des coups aussi. Mais tout ça est très intéressant. Et en fait, je raconte juste une petite anecdote parce que en rentrant, j'ai vu le mot Paléo-énergie et je me suis rendu compte que je participais à l'énergie collective de Paléo-énergie parce que j'avais échangé avec quelqu'un de Paléo-énergie pour lui envoyer des vieilles machines ou des vieux trucs. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un moment dans le bouquin en plus. Donc je suis heureux de participer à cette dynamique collective. Voilà, je voulais me faire applaudir. Non, donc voilà, la dynamique collective, elle est là, et je trouve super votre projet, excellent la machine que tu nous as montrée. Et j'aurais bien aimé en voir d'autres. Je pensais que tu allais nous montrer des trucs solaires. D'accord, bah oui, non, mais c'est intéressant. Donc en fait, c'est une discussion collective ce soir. Alors pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des moments, ta question était un peu large, c'est difficile d'y répondre, mais est-ce qu'il y a des moments de fête autour des artefacts techniques, on pourrait prendre, moi j'ai un exemple qui me vient en tête, dans les pratiques rurales, dans les campagnes anciennes, lorsqu'on terminait ce travail qui était particulièrement difficile et éprouvant, qui était le battage des récoltes, le battage des grains après la récolte pour obtenir, séparer les grains de la tige, et ben il y avait toujours des pratiques festives, il y avait toujours des formes de sociabilité extrêmement riches après ce travail, et ça on le trouve dans énormément d'expériences de travail dans les sociétés anciennes, où évidemment le caractère festif
c'était une manière aussi de compenser la difficulté du travail, ce qui nous amène aussi à réfléchir à qu'est-ce qu'un travail difficile, qu'est-ce qu'un travail physique. Et ça pose la question aussi de la réparation, parce que souvent le monde technique contemporain se présente comme un monde technique simplifié, facile, hein, et au nom de la facilité, on nous vend des choses qui sont de plus en plus effectivement irréparables aussi. Et donc les deux fonctionnent assez ensemble de pair. Donc et là je me dis, toutes ces pratiques festives peut-être qui existaient dans les mondes du travail ancien étaient aussi liées en fait à l'expérience concrète du travail. Et je pense que en termes d'intelligence collective, la coordination qu'avaient les batteurs en grange pour battre les récoltes après c'était une intelligence collective incroyable, parce qu'il fallait pas s'envoyer le fléau sur la tête. Il y avait une coordination qui n'était pas seulement physique, mais qui était aussi intellectuelle entre tous les acteurs sur l'aire de battage. Bon, voilà. Voilà. Vous demandiez l'avis d'un historien, donc je vous parle un peu d'histoire. Moi, je m'appelle François Jarige. Je sais pas, c'est avec toi qu'on avait. Alors, bah tiens, je vais venir par ici. Est-ce que ça marche toujours? Ouais. Moi, j'avais envie de tirer le fil de ce que tu viens de dire sur cette question de la fête. Parce que, typiquement, il y a quelques jours, on était quelques-uns allés à l'Armada, par exemple, à Rouen, pour voir ces bateaux. Et donc, je ne sais plus, je crois que c'est la 7e édition, ou quelque chose comme ça. Et comme, finalement, dans beaucoup de lieux festifs, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'un côté une forme de spectacle, de rassemblement autour de quelque chose qui est donné à voir, une expérience à vivre, et ainsi de suite. Et autour, partout, il y a de l'espace commercial. Voilà, il y a tout un tas de choses à acheter de partout, en fait, même pas spécialement liées avec les bateaux ou à la région normande. Et finalement, je crois que ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que la marchandisation de la fête, finalement, c'est une forme de perversion de la fête. La fête, à l'origine, qu'est-ce que c'est? C'est du lien. C'est du lien social, c'est du plaisir, c'est des connexions. C'est aussi une capacité d'expression, parce que dans la fête, il y a quoi? Il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du jeu, il y a tout un ensemble de choses qu'on sait faire plus ou moins naturellement. Et donc, en fait, ça vient toucher des besoins qu'on a qui sont présents et qui sont omniprésents, et que par ces fêtes-là, tout à fait naturelles, on vient nourrir. Et donc on se régénère, on se répare, on se répare individuellement, mais aussi socialement, on crée cette connexion et cet esprit de communauté, de vivre ensemble. Quand on bascule, donc tout ça, on est sur des éléments qui sont extrêmement intrinsèques. Et il y a des chercheurs maintenant depuis plus de 40 ans qui se sont intéressés à ces questions de motivation intrinsèque, motivation extrinsèque et tout ce qui se passe entre les deux. Ça s'appelle la théorie de l'autodétermination, c'est passionnant. Et donc, autant on voit que d'un côté, tout ce qui va être intrinsèque va nous permettre déjà d'être dans un état de bien-être. Deuxièmement, d'aller vers le meilleur de nous-mêmes, à la fois individuellement mais collectivement. Ça développe des comportements prosociaux. Alors que quand on va basculer vers tout un ensemble de motivations ou de pulsions extrinsèques, tout ce qui est lié à l'image, au pouvoir, au prestige, toutes ces choses-là qui sont de l'univers justement de la marchandisation, à ce moment-là, on est au contraire sur des choses qui peuvent peut-être générer un plaisir à court terme, mais rien de finalement soutenant le bonheur à plus long terme et donc pas favorable pour le bien-être, au contraire. Donc on a ce dévoiement de la fête, et qui, finalement, étant tellement devenu la norme, ne nous choque presque plus. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un déconditionnement. Il y a un boulot énorme, en fait, pour retrouver des repères internes, des boussoles aussi collectives, pour justement retrouver un moyen de réparer ces collectifs et se vivre ensemble. Pour notre équilibre à chacun, l'équilibre des collectifs et puis l'équilibre dans notre relation avec notre environnement, quoi. Juste. Ah non. Allô. Je vais vous passer ce micro-là. Peut-être pas. Ouais, merci.
Je ne vais pas prétendre résumer une intervention qui a eu lieu au colloque, c'est celle de Simon Verrett, mais qui répond en partie à votre question, à mon avis, parce que de ce que j'en ai compris, il tentait de montrer que, et ce qui rejoint d'autres interventions qui ont eu lieu d'ailleurs, que quelque part entre le 17e et le 19e se modifie le rapport aux objets, où on passe d'un objet qui était pensé comme incomplet, comme multifonction, et donc par exemple des peintures d'intérieur de l'Ancien Régime qui donnent l'impression d'avoir très peu d'objets, très pauvres. Et en réalité, ils montrent qu'en termes d'objets, c'est aussi riche, jusqu'à un certain point que le rapport qu'on peut avoir chez nous en ayant tout un tas d'objets, mais qui sont monofonctionnels et qu'une fois qu'on n'en a plus besoin, on les jette. Donc son point, je crois, il consiste notamment, je ne prétends pas tout résumer, mais de ce que j'en ai compris, à dire qu'on quitte un univers où les objets sont incomplets, multifonctionnels, et ils impliquent du lien social avec des transformations. On le voit, même si ce n'est pas des exemples qu'il prenait aussi bien dans les habits. Des fois, on se dit, est-ce que la machine à laver a fait gagner du temps, etc. Mais ça n'a aucun sens de penser l'Ancien Régime comme ça, parce que les habits, c'est pas je les porte, ils sont à moi, et je les lave et je les remets, etc. C'est un habit, on ne le lave pas en tant que tel, on peut le brosser, mais il transite de classe sociale en classe sociale, et plus il est élimé, plus il se retrouve en fait porté par des classes sociales inférieures. Et pareil pour la nourriture d'ailleurs, hein. La nourriture, celle qui est ensuite donnée à la charité, c'est celle qui se retrouve en partie avariée, mais elle coûte plus rien, alors que quand on la vend depuis le banquet d'un aristocrate vers des bourgeois, voilà, elle coûte déjà un peu plus. Mais donc tout ça pour dire qu'il décrit, de ce que j'en ai compris, un univers où les choses elles veulent dire, et je crois qu'il employait l'expression de sociomatérialité, pour dire que c'est jamais que des objets, c'est des objets et du lien social aussi. Et donc la réparation, c'est constitutif de lien social, c'est constitutif de transit d'objets, d'échanges entre les individus. Et d'ailleurs, dans l'étymologie, on en a une trace, on a discuté un petit peu de ça après, la thing anglaise, c'est ça, le thing dans la culture scandinave du Haut Moyen-Âge, c'est très précisément l'assemblée populaire de la discussion et de la délibération de justice. Chez les Vikings, hein, le thing, c'est cet événement qui a lieu généralement une fois par an pour discuter de la justice collective, on pourrait dire populaire aujourd'hui, parce que c'est à des échelles très petites. Et donc, dans l'étymologie, on trouve à peu près la même chose pour nous. Hein. La res publica, la res en latin, c'est la chose publique. Donc les objets, au départ, c'est ce qui nous concerne. Et donc, à un certain niveau, on pourrait dire que ce que décrivait Simon Verrett, d'après ce que j'en ai compris, c'est le passage d'un univers où la chose, l'objet, c'est ce qui nous concerne, ce qui crée du lien, ce qui fait qu'il y a un tissu social, à un univers où ça devient de simples objets qui sont censés être monofonctionnels, et dès qu'on n'en a plus l'utilité directe, ils partent. Alors, des fois, on les crame pour récupérer les fils de cuivre dans des décharges à l'autre bout du monde, mais bon, dans l'ensemble, voilà, il n'y a plus de discussion autour de ça. Donc, s'il fallait voir, je sais pas un lieu précis ou un exemple, mais disons que je pense qu'il y a quand même une transformation dans les modes de pensée et le rapport aux objets sur le long terme. Donc, à nouveau, on l'a vu dans le débat. La personne n'était pas là, mais prenez l'exemple de sa grand-mère qui pensait toujours comme ça, qui disait toujours des choses de ce type-là. Faire usage, un objet, il fait usage, c'est quand justement il peut servir à plusieurs choses. Donc, ça n'a pas disparu, y compris aujourd'hui, mais bon, on a quand même des espèces de grands mouvements de bascule qui s'opèrent sur le long terme et qui sont jamais définitifs, puisqu'on voit même un lieu comme celui-ci, il prétend faire autre chose et espère faire autre chose et quitter ce régime-là. Mais après, je ne sais pas jusqu'où on va être endurant pour discuter très longtemps. Hein, mais... Non, mais justement, je vais peut-être conclure sur la réparation, etc. Mais on parlait de la convivialité tout à l'heure et des motivations, mais dans Repair Café, il y a café. Et donc alors c'est peut-être pas pour ça que ça fonctionne, mais en tout cas il y a aussi de la convivialité à ce moment-là quand on a des pépés qui se déplacent avec leur caisse à outils pour venir réparer. Alors d'ailleurs la personne qui devait venir ce soir qui représentait Repair Café Montreuil est appelé sur une réparation d'urgence, donc il s'excuse platement, mais en fait il n'est pas là parce qu'il est en train de réparer. Et moi-même j'ai fait un petit tour du côté du Chinonais il y a 2 semaines et dans un week-end j'ai réparé plein de trucs. J'ai réparé un aspirateur Dyson, j'ai réparé une visseuse, j'ai réparé une imprimante. Enfin, tout tombe constamment en panne. En tout cas, c'est quand même un petit peu... nous, on a été aussi très proche de ces mouvements sur l'obsolescence programmée parce que c'est des choses qui nous choquent, qui nous donne envie de nous bouger, en tout cas pour aller contre. En France, il y a une loi qui est a priori assez innovante par rapport à d'autres pays sur l'obsolescence programmée. Et vous avez une association qui s'appelle HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui permet de se fédérer et de
porter plainte. Donc moi-même, je suis actionnaire d'une plainte contre des fabricants d'imprimantes, qu'on ne citera pas, mais c'est Epson, HP et puis je ne sais plus qui. Mais voilà, ils sont filous parce qu'ils font s'arrêter les objets au bout de 10 000 impressions, etc. Et en plus, c'est pas très difficile à prouver, donc je pense que en tout cas la plainte est reçue. Voilà, ça prend du temps et puis on change pas les habitudes comme ça, mais il y a une plainte contre Apple aussi pour les téléphones. Et donc voilà, en fait, ça permet de se mettre à plusieurs et à un moment de sanctionner. Puis ça, c'est important. Sur la réparabilité, il y a aujourd'hui des marques qui se positionnent avec il y a aussi des lois sur le nombre d'années où on trouve les pièces en maintenance. 2, 5 ans, il y a des gens qui réclament 10 ans. Il y a des marques qui se positionnent sur le 10 ans de disposition des pièces pour pouvoir réparer. Donc j'ai l'impression que il y a eu une avancée folle en avant sur l'obsolescence. Et puis là, on sent qu'on touche un peu le fond du bac à sable et en fait, on commence à se dire, bah non, on est peut-être allé un petit peu trop loin dans le jetable et tout, sans parler du plastique, etc., qui est aussi une forme de choses qu'on répare pas, en fait, qu'on jette directement. Je vous invite à voir les images du fond de la Méditerranée qui sont sorties récemment là. Bien, le fond de la Méditerranée est tapissé de plastique. C'est assez accablant. Mais donc en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de réveil, de prise de conscience. Alors c'est peut-être pas encore assez puissant, c'est peut-être pas encore assez fort, mais moi, la petite rétrospective que j'ai sur 20 ans d'intérêt sur ces questions-là, il me semble qu'on va quand même dans le bon sens, même si il y a toujours Babylone qui avance, quoi. Mais voilà, en fait, nous aussi, on part du principe que plus on est de fous, plus on rit. Plus on se marre avec ça, plus on avance, plus on donne envie aussi. Et du coup, je vous remercie largement d'avoir tous participé à ce petit talk non maîtrisé d'anarchie collective. Tout de bon pour demain, pour la fin de votre colloque. Je ne sais pas s'il y aura des choses qu'on pourra voir après, des petites vidéos, des choses qui seront publiées, mais on n'hésitera pas à les partager. Et puis on va suivre vos travaux, et puis on espère vous accueillir encore bientôt, ou en tout cas peut-être venir aussi suivre ces conférences passionnantes. Et voilà, bah là en fait ça va être le moment aussi de la restauration collective. Merci à Station E, merci surtout à toutes les équipes de Station E. Parce que quand même on peut les applaudir un petit peu, parce que sans eux, il n'y a pas de Station E. Dylan. Et à très bientôt, et que la fête commence. Merci beaucoup vraiment pour nous accueillir. Merci à vous. Le livre Rétrofutur, il est en vente ici ? Alors je reprends la parole quand même pour vous dire que le livre Rétrofutur est bien sûr en vente ici, que j'en ai pas un sous la main, mais ils sont un petit peu partout. Et voilà, il est là, effectivement. Voilà, le Rétrofutur, il est là. On a l'honneur d'avoir certains des participants qui sont là parmi nous. Et puis surtout, c'est votre projet de recherche, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas, si vous voyez des choses passer ou si vous avez des choses dans vos archives, à nous envoyer un petit mail, un petit messenger, un petit machin. Et nous, ça nous fait des pistes après sur lesquelles on se base pour aller chercher l'iconographie, du texte, comprendre d'où ça vient, et puis formuler tout ça pour que ce soit digeste. Parce que le but, c'est justement de rendre tout ça accessible et d'avoir des textes courts, fluides, et que du coup les non-chercheurs puissent s'en emparer. J'en profite pour faire de la pub pour François. Il Ah. publie en février prochain un colloque Alors. sur les énergies Non, mais- alternatives et renouvelables dans l'histoire. 1, 2. Il publie un colloque sur les... En février prochain, il y aura les actes d'un colloque, un très beau colloque sur les énergies alternatives et renouvelables dans l'histoire, où il y a énormément de pistes, il me semble, justement sur les énergies alternatives et renouvelables qui marchent ou qui ne marchent pas. On n'avait pas pu participer. Vous étiez invité. Voilà, exactement. Et on sera là au prochain, ça, promis. J'espère qu'il y en aura un d'ailleurs. Bah oui, mais non, mais le sujet est quand même. Il y a de quoi explorer, hein, j'imagine. Hein. Donc, Tous les siècles, on refait un colloque sur le thème d'un siècle passé.
C'est ça. Ouais, ça va venir. Donc, bienvenue à tous et puis à bientôt et à très vite et à tout de suite. Don't ask me. Don't ask me. And collective knowledge, I got that one. Yeah, collective intelligence and how other creatures have this amazing collective intelligence together. Okay. And we think a lot of that. We just go forward and think about the individual. At the end he was talking about built-in obsolescence. And I think he said that it's hard to prove that that's why your thing has gone wrong, but I think you have a right. So to eat, if you want to eat, you don't have to, but you can. You have to take a ticket over there, and then, I don't know how much it is, I don't think it's very expensive. And then you can go there, and it's curd. Can you say curd? Kurdistan? Kurdish, yeah. It's a Kurdish dish. Kurdish dish. Thank you. It's even vegan, I think. It's sure it's vegetarian, but I think it's even vegan. Okay. Right. Yeah. Alors, Kurdish vegan. Vegan, that's how it is. Là-bas, je connais pas encore le prix, mais ça So you have s'appelle to get tortue. buy the Il y ticket a un and then you sandwich take the kurde ticket. là-bas avec plein de choses dedans. What else could they say? They C'est même sort of végétalien, je crois, mais They say we're against c'est pas enlevé, c'est que le plat de base est normalement comme ça. Ah, look at that. Hi, I'm Jen.